On dit que certains moments ne nous quittent jamais, comme une cicatrice que notre esprit ne cesse de parcourir. Ce jour-là, les fiançailles de mon frère, je suis devenue la cicatrice que personne ne voulait voir. Je me souviens du froid glacial de la climatisation malgré la pièce bondée d'invités. Les rires résonnaient en fond, le tintement des verres, les clics des appareils photo. Mais pour moi, tout semblait lointain, étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Mes mains tremblaient tandis que je lissais le pli de ma robe pour la 10e fois. Bleu marine, manches longues, rien de voyant, juste sûr, juste invisible. Anna, ma fille, tenait ma main fermement. Elle débordait d'excitation, me tirant toutes les quelques secondes pour me montrer le gâteau, les lumières ou l'énorme décoration en forme de cœur derrière la scène. Je souriais, mais mon estomac était noué. Lucas, mon frère cadet, se tenait sur scène à côté d'Élise, sa fiancée. Il était radieux, éclatant, élégant dans un costume crème, la fierté de la famille. Et Élise, elle était magnifique comme toujours. Mais ses yeux, froids, scrutaient la foule comme une reine jaugeant ses sujets. Et quand ils se posèrent sur moi, quelque chose dans son expression changea, se crispa, comme si j'étais un insecte qu'elle venait de remarquer sous sa chaussure. Puis cela arriva. Élise se pencha, murmura quelque chose à ma mère. Je n'entendis pas ce qui fut dit, mais je le vis. Le visage de ma mère ne scia pas. Elle hocha la tête. Ce même hochement de tête que celui qu'elle faisait quand elle prenait une décision me concernant sans moi. Puis ma mère se retourna. Ses talons claquèrent sur le marbre tandis qu'elle traversait la foule. Elle ne souriait pas. Jamais. Pas pour moi. Elle s'arrêta à quelques centimètres et se pencha. Zoé, dit-elle, sa voix basse, presque gentille, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Reste loin de la scène, s'il te plaît. Élise ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. Malchance ? Ce mot me transperça comme de la glace. Un instant, j'ai cru sincèrement l'avoir mal entendu. Mon esprit cherchait une meilleure explication, une blague, un malentendu. Mais ses yeux étaient immobiles. Ses lèvres pressées en une ligne droite. Elle pensait chaque syllabe. Je clignai des yeux. Quoi ? Elle a raison, ajouta ma mère. Tu as toujours eu un mauvais timing. Ne gâchons pas cette journée. Ma gorge s'assécha. La pièce sembla ralentir comme si le temps lui-même s'était arrêté pour voir ce que j'allais faire. Autour de nous, les rires continuaient, la célébration indifférente. Mais je sentais la chaleur des regards se tourner. Certains faisaient semblant de ne pas entendre, d'autres de ne pas s'en soucier. J'avais l'impression de rétrécir. Pourquoi cela faisait-il encore si mal après toutes ces années ? J'aurais dû m'y habituer. Le blâme silencieux pour l'accident de mon père. La façon dont mon mariage raté était chuchoté lors des dîners de famille, même mes fausses couches. Chacune accueillie par le même silence, lèvres serrées comme si c'était contagieux. Je jetai un coup d'œil à Lucas. Ses yeux rencontrèrent les miens juste une seconde, puis s'éloignèrent. Cette lueur de culpabilité me blessa plus que n'importe quelle insulte. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Ma langue semblait coller à mon palais. Je hochai juste légèrement la tête, reculai, et serrai un peu plus la main d'Anna. « Pourquoi ne pouvons-nous pas monter là-haut, maman ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'innocence. Je m'accroupis à côté d'elle, essayant d'empêcher ma voix de se briser. Parce que parfois les gens ne comprennent pas ce qui est spécial. Elle inclina la tête, les yeux plissés comme elle le fait quand quelque chose n'a pas de sens. Elle regarda Élise, puis moi. Et dans cette petite pause, quelque chose changea dans son expression, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et c'est là que j'aurais dû savoir. Anna n'allait pas rester silencieuse. Je n'ai pas toujours été la malchanceuse. Tu sais, il y a eu un temps, bref, flou, où j'étais juste Zoé, une fille discrète avec de grands rêves et un rire plus fort. Mais quelque part en chemin, le monde a cessé de me voir, ou pire, a commencé à ne voir que ce qu'il voulait voir. J'avais 8 ans quand mon père est mort. Un accident bizarre, collision frontale, nuit pluvieuse, rentrant du travail. Je me souviens du cri de ma mère. Je me souviens des voisins debout dehors en silence. Je me souviens d'avoir serré Lucas, qui n'avait que 4 ans,
tandis que tout le reste de ma vie se brisait comme du verre autour de nous. Ce fut la première fois que j'entendis le mot malchance murmurer dans mon dos. Une de mes tantes le marmonna. Il l'adorait tellement, la gâtait. C'était peut-être le destin. Ma mère ne la corrigea pas. Après cela, je commençai à remarquer des choses. Comment la chaleur de ma mère s'éteignait autour de moi. Comment elle me regardait avec la même politesse distante qu'elle utilisait avec les étrangers. Et comment elle s'illuminait autour de Lucas, son fils parfait, l'espoir qui avait survécu à l'épave. Je ne lui en voulais pas. Lucas était gentil. Il essayait toujours de m'inclure, surtout quand nous étions plus jeunes. Mais en grandissant, les choses ont changé. Il est devenu le centre, le protecteur, la fierté. J'étais juste l'ombre. Je me suis mariée jeune, principalement pour m'échapper. Il était gentil au début, mais après notre deuxième fausse couche, il a changé. Et après la troisième, il est parti discrètement. Pas de drame, juste un SMS qui disait « Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. » J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand Anna est née, elle fut un miracle inattendu. Une petite fille têtue, criarde, parfaite qui me fit sentir, juste un instant, que peut-être je n'étais pas brisée après tout. Les médecins m'avaient dit que je ne mènerais pas ma grossesse à terme, mais elle leur prouva le contraire. Et bien sûr, la réaction de ma mère, froide. J'espère qu'elle ne grandira pas avec ta chance, dit-elle, la tenant à peine plus de 5 secondes. J'ai ri, mais à l'intérieur, ça piquait. Toujours. Nous voici donc, tant d'années plus tard, de retour sous le même toit, les fiançailles de mon frère. Je m'étais dit que j'irais, sourirais, resterais à ma place. Pas de drame, juste du soutien. Mais au moment où nous sommes entrés dans la salle, je l'ai senti. La distance, les regards, la façon dont les gens me saluaient avec cette voix trop douce qu'ils utilisent quand ils sont mal à l'aise, comme si la pitié était un parfum qu'ils vaporisaient avant de s'approcher. Mon oncle Robert, le frère aîné de ma mère, me fit un sourire chaleureux quand nous sommes arrivés. « Zoé, tu es radieuse, dit-il gentiment, me tirant dans une étreinte latérale. Une des rares personnes qui ne m'avait jamais traité comme un fardeau. Pourtant, je restais en marge de la foule, observant, écoutant, essayant de rester discrète. Anna me tirait la main, constamment, voulant explorer. « Je peux aller près du gâteau, maman ? Juste un coup d'œil ?» Je hochai la tête, la suivant. Elle courut devant, virevoltant dans sa petite robe bleue. Elle était lumière, lumière pure, la seule partie de moi intacte par l'amertume. J'aurais dû savoir que cela ne durerait pas car juste 1 heure plus tard, je serais figée comme une statue tandis que ma mère et Élise me feraient comprendre douloureusement que je n'étais pas la bienvenue sur cette scène, pas même en tant que sœur, pas même en tant qu'invitée. Et à ce moment-là, quelque chose se brisa. Pas bruyamment, pas publiquement, juste un léger déclic en moi. Le genre qui ne crie pas. Ça fait mal. Je ne le savais pas encore, mais quelque chose d'autre bougeait aussi. Pas en moi, mais en Anna. Et ce qui allait suivre allait faire taire toute la pièce. La scène brillait sous des rangées de guirlandes lumineuses, or et blanc, délicates, oniriques. Tout avait été conçu à la perfection. Même les pétales sur le sol semblaient savoir où tomber. Je me tenais au fond de la salle, faisant semblant d'admirer le décor. Je ne voyais rien vraiment, n'entendant que les faibles échos de ce que ma mère avait dit. Élise ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. Les mots tournaient en boucle dans mon esprit comme une comptine cruelle. Je déplaçais mon poids d'un pied à l'autre, les bras croisés serrés contre mon estomac. Mes paumes étaient moites. Mon cœur n'avait pas cessé de s'emballer depuis qu'elle l'avait dit. Anna était maintenant assise sur le bord d'une chaise à côté de moi, balançant ses jambes et fredonnant doucement, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait juste partir. Mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être la fierté, peut-être la douleur, peut-être le fait que c'était le grand jour de mon frère, et même si j'étais invisible pour lui, je voulais toujours le voir heureux. La voix du maître de cérémonie coupa la foule. « Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques instants de la cérémonie des bagues. « La famille, s'il vous plaît, rassemblez-vous près de la scène. »
Les invités commencèrent à se déplacer, formant un demi-cercle. Je fis instinctivement un pas en avant avec les autres. Puis je le vis. Élise capta mon mouvement. Ses yeux se fixèrent sur les miens avec la même netteté. Puis un lent sourire narquois. Elle se pencha, murmurant quelque chose à Lucas. Il ne me regarda pas, hocha juste la tête, la mâchoire serrée. Ce sourire à elle. Ce n'était pas seulement à propos de la scène. C'était une victoire, comme si elle avait gagné quelque chose. Je m'arrêtai net, figé dans ce moment. J'avais l'impression d'avoir 8 ans à nouveau, caché derrière le canapé pendant que les adultes décidaient de mon sort. « Pourquoi on n'y va pas ?» demanda Anna, se levant et tirant ma manche. Je m'accroupis à côté d'elle, essayant de garder ma voix stable. « On va regarder d'ici, mon cœur. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Mais tout le monde y va, même les cousins. » J'avalai difficilement. Parfois, nous ne pouvons pas aller là où les autres vont, et c'est bien ainsi. Ce n'était pas bien. Pas du tout. Les invités se rapprochèrent. Les téléphones sortirent. Les flashs crépitèrent. Ma mère se tenait fièrement aux côtés d'Élise. Elle ne me jeta même pas un coup d'œil. Oncle Robert s'attarda près du premier rang, me regardant brièvement, ses yeux doux avec quelque chose comme des excuses, mais il ne dit rien. Peut-être ne savait-il pas quoi dire. Ou peut-être, comme tout le monde, pensait-il que le silence était plus sûr. Je ne pleurais pas. Je ne leur donnerais pas ça. Mais à l'intérieur, je me décomposais. Pourquoi étais-je toujours celle qu'ils pouvaient ignorer? Pourquoi personne ne prenait jamais ma défense? Pourquoi Lucas détournait-il le regard? Comme si j'étais quelque chose d'honteux à cacher. J'étais sa sœur. Je l'ai aidé à grandir quand notre père est mort. Je suis restée avec lui pendant le stress des examens, les chagrins d'amour, les cauchemars, et maintenant je n'étais même pas assez bien pour me tenir à ses côtés le jour le plus heureux de sa vie. Mes doigts s'enfonçaient si fort dans ma paume que j'y laissais des marques en croissant. Je me disais de juste respirer, de juste attendre, de laisser passer. Mais Anna n'avait pas fini. Elle monta sur sa chaise, fixant intensément la scène. Puis elle murmura, « Maman, cette dame est méchante. » Je clignai des yeux, surprise. Anna, chut, ne dis pas ça. Son visage était plissé, pensif. Elle a dit que tu portais malheur, mais ce n'est pas vrai. Et puis, sans prévenir, elle sauta de la chaise et commença à marcher vers l'avant. J'ai tendu la main trop lentement. Anna, attends. Mais elle était déjà à mi-chemin, sa petite robe virevoltant derrière elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle allait faire. Mais à ce moment-là, je sentis quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Une lueur de peur et d'espoir. Je restai là, figé. L'ourlet de la robe d'Anna disparut entre deux rangées de chaises tandis qu'elle marchait de son petit corps vers l'avant. Mon cœur tomba dans mon estomac. Pendant une seconde, l'air sembla épais, trop lourd à respirer. Je sortis de ma torpeur et me frayai un chemin à travers la foule, murmurant des excuses en essayant de ne pas attirer l'attention. Mais les regards se tournaient déjà, les têtes s'inclinaient, les murmures commençaient. Anna arriva devant la scène. Elle ne se précipitait pas, ne se cachait pas. Elle se tenait droite, enfin, aussi droite qu'une enfant de 7 ans peut l'être, regardant les gens qui la dominaient. Lucas, Élise, ma mère, tous la fixant comme si elle n'avait pas sa place là. Je voulais courir pour la prendre dans mes bras, pour disparaître avant qu'elle ne dise quelque chose qui empirerait les choses. Mais ensuite, elle fit quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Elle marcha directement vers le microphone. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Anna sifflai-je sous mon souffle. Trop tard. Trop loin. La main d'Élise jaillit comme si elle allait l'arrêter, mais elle hésita. Lucas semblait confus. Le visage de ma mère s'affaissa, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. Et puis cela arriva. Anna saisit le micro à deux mains, leva les yeux vers la mère de visage qui la fixait, et dit d'une voix la plus claire, « Je peux dire quelque chose sur la mariée ?» La pièce devint immobile, comme une scène de film. Chaque table, chaque bouchée, chaque téléphone en plein milieu d'une photo. Élise cligna des yeux, son expression vacillant pour la première fois de la soirée.
Peut-être que ce n'est pas le moment. Mais Anna continua, les yeux fixés devant elle. Je m'appelle Anna. J'ai 7 ans, et je veux parler de ce que j'ai entendu Tati Élise dire. Mes jambes étaient faibles. Je pouvais à peine tenir debout. S'il te plaît, non, ma chérie. S'il te plaît. Elle ne tremblait pas. Elle n'était même pas nerveuse. Elle avait l'air calme, sérieuse, comme si elle avait répété cela dans ses rêves. Elle a dit que ma maman porte malheur, continua-t-elle, sa voix inébranlable. Mais ce n'est pas vrai. Ma maman est la meilleure personne que je connaisse. Je ne pouvais pas bouger. Elle s'occupe de moi toute seule. Elle m'a fait de la soupe au poulet quand j'étais malade et m'a lu des histoires quand j'avais des cauchemars. Elle ne crie pas. Elle fait juste des câlins. Elle dit que l'amour doit être doux et tranquille. Quelqu'un près de moi haleta. Je ne sais pas qui. Anna regarda droit Élise maintenant. Et vous avez été méchante. Vous ne l'avez pas dit gentiment. Vous n'aviez même pas l'air désolé. L'expression d'Élise se fissura. Les sourcils levés. La bouche raide. Je jetai un coup d'œil à Lucas. Il ne clignait pas des yeux, regardant juste Anna comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Et vous avez aussi dit autre chose, ajouta Anna, sa voix baissant. Vous avez dit que vous n'aimiez même pas mon oncle Lucas, qu'il était juste un bon parti. Une vive inspiration coupa la foule comme un couteau. Je vis quelqu'un baisser son téléphone, les yeux écarquillés. Les joues d'Élise rougirent. Elle fit un pas en avant rapidement. Ça suffit. C'est une enfant. Mais personne ne bougea. Pas même le maître de cérémonie. Et soudain tout ce bruit que j'avais l'habitude de craindre, les chuchotements, le jugement, la pitié, il disparut. Le silence semblait différent maintenant, chargé. Parce qu'Anna ne m'avait pas seulement défendu. Elle les avait défiés. Cette petite fille avec ses tresses rubanées et sa petite voix avait tiré le fil qui tenait leur image parfaite. Et le tissu commençait à se défaire. Je ne pouvais toujours pas y croire. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de peur cette fois, d'autre chose. De fierté. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser d'exister. Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose avec certitude. Le silence était sur le point de se briser. Incroyable. Vous êtes en pleine forme pour maintenir l'histoire ainsi. C'était comme si le monde s'était arrêté de tourner. Anna s'éloigna du microphone et se tint au centre de cette scène scintillante. Cette petite silhouette défiante au milieu d'une mer d'adultes, certains stupéfaits, d'autres se tortillant inconfortablement sur leurs chaises. Personne ne parlait. Le maître de cérémonie avait baissé son micro. Le photographe, béni soit-il, avait cessé de cliquer. Je pense que même les lumières du lustre semblaient plus faibles. J'étais figée sur place. Le souffle retenu dans ma poitrine. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder. Élise avait l'air de quelqu'un qu'on venait de gifler. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, les yeux écarquillés, le visage se vidant de ses couleurs. Elle jeta un coup d'œil à Lucas comme si elle s'attendait à ce qu'il en rie ou qu'il prenne le contrôle, mais il ne fit rien. Il resta juste là, la bouche fermée, les épaules raides. Son regard passa d'Anna à Élise, puis lentement à moi. Et à ce moment-là, quelque chose passa entre nous. Il me vit non pas comme un fardeau, non pas comme l'ombre sur les photos de famille, mais comme sa sœur, comme la mère d'Anna, comme quelqu'un qui souffrait en silence depuis des années. Et peut-être a-t-il vu à quel point il fallait de force pour ne pas s'effondrer chaque fois qu'on me blâmait pour des choses que je n'avais pas causées. Puis je vis ma mère. Ses bras étaient croisés, son visage délibérément vide, mais ses yeux la trahissaient, cette tension autour des bords, ce tic révélateur dans son sourcil. Elle n'avait plus le contrôle. Oncle Robert se tenait près du devant et il fit quelque chose d'inattendu. Il frappa des mains une seule fois, mais cela résonna, puis il s'avança lentement, marcha vers la scène et posa doucement sa main sur l'épaule d'Anna. Il se pencha et murmura quelque chose. Je ne l'entendis pas, mais Anna hocha la tête et sourit faiblement, sa petite main se glissant dans la sienne. Il se tourna ensuite vers Élise.
Je pense que la petite a dit ce que beaucoup d'entre nous étaient trop polis pour dire, dit-il calmement mais clairement. Peut-être est-il temps que nous arrêtions de prétendre que la gentillesse est facultative. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. Élise semblait mortifiée, la mâchoire serrée. C'est ridicule. C'est une enfant. Les enfants exagèrent. Mais oncle Robert ne recula pas, les enfants disent des vérités que les adultes ont trop peur d'affronter. Lucas expira longuement, lentement. Sa voix était calme quand il parla. As-tu vraiment dit ça de Zoé? Élise se raidit. C'était une conversation privée. Tu l'as dit. Sa voix se brisa à peine. Elle ne répondit pas. Il secoua lentement la tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, Élise. Pas comme ça. Ma mère haleta, s'avançant. Lucas, ne sois pas impulsif. Il la regarda et son expression. Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. J'ai été impulsif toute ma vie, dit-il en restant silencieux quand j'aurais dû la défendre. Mes genoux fléchirent un peu. Je m'agrippai au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Il se tourna vers moi alors. Zoé, je suis désolé. Ce n'étaient que 2 mots, mais après une vie de silence, ils résonnèrent dans ma poitrine. Élise recula, son visage se durcissant. Tu fais une erreur. Lucas secoua la tête. Non, je pense que j'en ai fait pendant des années. Il retira la bague de fiançailles de son propre doigt, celle qu'il était censé présenter, et la posa doucement sur la scène à côté d'Élise. La pièce était stupéfaite. Et puis il vint vers moi. Il ne dit rien, juste me tira dans une étreinte serrée comme s'il essayait de compenser toutes les années où il ne s'était pas interposé entre moi et la douleur. Et quand il me lâcha, il s'accroupit et prit Anna dans ses bras aussi. Je suis fier de toi, lui murmura-t-il. Elle sourit, ce sourire édenté illuminant la pièce. Et juste comme ça, le silence se brisa, mais cette fois ce n'était pas cruel. C'était libérateur. Le lendemain, je me réveillai avec un SMS de Lucas. J'espère que tu sais à quel point je suis fier de toi, Dana. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps. Je le lus 2 fois, puis une fois de plus pour être sûr. Ma poitrine était serrée. Pas d'une manière douloureuse cette fois, mais de cette étrange manière silencieuse où la guérison commence. Comme une blessure réalisant qu'elle est suffisamment en sécurité pour commencer à se refermer. Il ne s'agissait pas vraiment des excuses. Il s'agissait d'être vu. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible pour ma propre famille. Je n'étais plus juste la toile de fond de la célébration de quelqu'un d'autre. Plus tard cette semaine-là, Lucas vint me voir. Juste lui. Pas Élise, pas de foule. Il apporta des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Quelque chose de petit, quelque chose de réfléchi. Nous nous assîmes dans le salon, Anna jouant avec ses poupées sur le sol pendant que nous parlions. J'aurais dû prendre ta défense il y a longtemps, dit-il. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était profond avant qu'Anna ne le dise à voix haute. Je lui fis un sourire triste. Elle a plus de courage à 7 ans que je n'en avais à 27. Il secoua la tête. Elle a ton courage. Elle n'a juste pas encore appris à le cacher. Cela me toucha profondément. Je ne pleurais pas, cependant. J'étais sur le point. Au lieu de cela, je regardais ma fille, si brillante, si pleine de lumière, et je réalisais quelque chose que je n'avais pas osé croire auparavant. Peut-être que je n'étais pas maudite. Peut-être que j'étais juste différente. Et la différence effrayait les gens. Quelques jours plus tard, oncle Robert passa aussi. Il m'apporta un plant de jasmin en pot. Des fleurs blanches qui commençaient juste à s'ouvrir. Quelque chose qui pousse tranquillement mais fort, dit-il. Comme toi. Même ma mère. Eh bien, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a appelé. C'était un miracle en soi. Elle ne s'est pas excusée, pas directement, mais elle a demandé si j'allais bien, si Anna avait besoin de quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et dans notre famille, quelque chose, c'était un progrès. Anna, bien sûr, ne saisit pas pleinement ce qu'elle a fait. Elle voulait juste dire la vérité, défendre sa maman,
corriger quelque chose qu'elle savait instinctivement être faux. Maman, dit-elle un soir en se brossant les dents. Tu es fière de moi? Je m'agenouillai à côté d'elle, la regardai dans ses grands yeux bruns et murmurai, plus que tu ne le sauras jamais. Elle sourit, puis ajouta, alors, je porte chance. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Vraiment? J'ai ri de ce rire qui monte de la poitrine et fait plisser les yeux. Toi, dis-je, la serrant dans mes bras, tu es la chose la plus chanceuse qui me soit jamais arrivée. Et c'est vrai, car voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes qui portent le plus de douleur portent aussi l'amour le plus profond. Nous avançons dans la vie en silence, peur de prendre de la place, de déranger, d'être trop. Mais nous ne sommes pas trop. Nous sommes juste assez pour les gens prêts à nous voir pleinement. Anna m'a appris qu'il est acceptable de s'exprimer. Que se défendre n'est pas irrespectueux. Que l'amour, le vrai amour, se manifeste même s'il prend un peu plus de temps que ce que l'on espérait. Alors, non, je ne suis pas malchanceuse. Je suis incassable. Et si être incassable met les gens mal à l'aise, si cela les fait chuchoter, ou regarder de travers, alors qu'il en soit ainsi. Parce qu'à partir de maintenant, je ne me réduirai pas pour correspondre à l'idée d'acceptabilité de quelqu'un d'autre. Et grâce à une petite fille courageuse, je ne croirai plus jamais que l'amour doit s'accompagner de silence. Il s'avère que je n'ai jamais été celle qui portait malheur. J'étais celle qui brisait le cycle. Et c'est la chose la plus chanceuse de toutes.